Salut. On va faire pour une fois quelque chose d'un petit peu différent. Il y a quelques temps, François a sorti une vidéo assez sympa, petite capsule de méthodologie sur une box Hack the Box, et je trouvais ça assez sympa parce que à la fois je regarde ce qu'il fait le copain, à la fois il y a 2-3 petits trucs où je me suis dit ah j'aurais pas fait exactement comme ça, ou est-ce qu'il sait que ça existe, et tant qu'à lui faire les retours à lui, autant essayer de faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier de ce genre de contenu. Donc l'idée c'était de regarder un petit peu ce qu'il a fait, pourquoi, comment, et qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Il en va sans dire que j'ai un peu plus de temps de pratique que lui, mais je pense qu'il aurait tout autant à dire sur ma méthodologie que moi de la sienne, donc c'est vraiment du bonus pour vous, un petit truc rigolo pour combler un soir où je serais pas dispo pour stream par exemple, au hasard. Sur ce, scène de Facecam, voilà le pote François, voilà un petit peu, si vous n'êtes pas déjà sub, go parce qu'il fait des trucs vraiment très chouettes. Pas tant actif sur Twitter, mais enfin si actif sur Twitter, mais pas son main channel, plutôt du YouTube. Et celle qu'on va voir aujourd'hui, donc, c'est Mythologie d'une vulnérabilité web, vite fait. J'aime bien le côté on se prend pas trop au sérieux. Yop. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petit replay commenté. Donc je vais souvent me mute, laisser la vidéo avancer un petit peu, faire un arrêt et dire un petit peu faire le grumpy guy quoi. De Hack the Box, mais oui en fait c'est un peu ça. Il y en a qui font des gameplays commentés de Call of Duty, moi c'est des gameplays commentés de box sur Hack the Box. Donc on est sur Cozy Hosting, une box Linux Easy. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'énumération web. On commence directement avec une commande Nmap un petit peu légère à mon goût. Ah putain, YouTube va cacher le haut, ça va être très chiant. Avec un petit Nmap moins paiement pour tous les ports de ma machine. N'hésitez pas à faire un petit "-v", histoire d'attendre 500 millions d'années. Voilà en gros le type de commande qui tape. Parmi les choses qu'on pourrait comprendre, "-v, donc version, "-c pour avoir quelques scripts il me semble. Sur Nmap, on peut quand même essayer de mettre d'office des options pour éviter d'avoir des trop gros bursts de request. Moi j'aime bien avoir "-open et "-reason pour savoir que les ports open d'afficher et non pas ceux qui sont à moitié closed, et également avoir la raison pour laquelle on pense que ce port est open et vivant. Essayez d'avoir "-s minuscule, t majuscule pour faire un scan TCP, et donc éviter d'avoir, par exemple si vous avez un VPN, c'est le cas d'Hack the Box mais on s'en fout un peu, et ça peut être plus problématique en entreprise. Éviter d'avoir trop de file descriptors qui restent ouverts à cause de SYN, et du coup avoir un DOS de la machine. Donc faire un scan TCP évite de flouder la box, en gros, évite de la surcharger. Donc ce genre de choses, un petit "-t3 ou "-t4 pour dire qu'on va scanner agressif mais pas trop, ça aurait pu. Overall, il passe quand même par la détection de tous les ports, is ok. Préférence pour "-OA, au minuscule, A majuscule, pour dire on va output all format, parce que derrière il y a des outils qui peuvent manger le format XML, le format GNMap et autres, et c'est vachement plus sympa d'avoir les résultats et de les utiliser ou non que de se dire ah tiens j'aurais dû sauvegarder les résultats de tout à l'heure. Que le Nmap se finisse pour avoir à la fin tous les ports. C'est un petit scan. Du coup, une fois qu'on a les ports identifiés, le 2280, on va lancer un petit Nmap avec les options SVSC sur ces ports-là, et on identifie du coup forcément 22 parce que SSH et 80 parce que HTTP, et on a directement le nom de domaine qu'on va directement ajouter à /etc. Petit troll sur Nano, mais en vrai, le bon éditeur, c'est celui que vous utilisez bien et qui vous convient, donc whatever. Clairement, mettre le nom de domaine distant dans le tchost /host, j'arrête de dire directement, je le dis beaucoup trop. Donc une fois que cela est fait, on va forcément... Je compatis pour les tics de langage parce que clairement, j'en ai aussi. Ouvrir Burp pour aller voir au niveau du site web, en fait ce que c'est, tout simplement. Donc on va pop le petit Burp, et petit truc rigolo, le Burp Suite qui s'ouvre à gauche là, c'est j'ai le même problème. Burp Suite 3 détecte le milieu des deux écrans et non pas le milieu d'un écran, donc il pop un peu où il veut. Et on va voir ça assez rapidement. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu d'énumération web, alors vraiment très rapidement, parce que voilà, je pense que ça pourrait être cool si jamais vous êtes chaud qu'on fasse une vidéo, que je fasse une vidéo sur l'énumération web, quelle méthode utiliser en Blackbox, etc. En tous les cas, ici on a un one page, on a un truc de login. J'essaie de me login avec les credentials par défaut, donc genre admin password, ça passe pas. Et on va directement passer à un petit peu d'énumération. Ici, on va pop un petit feuf pour énumérer en fait tout simplement au niveau des directories. Donc là, je fais un peu de la merde au niveau de ma world list, parce que vous allez voir que par la suite, j'ai pas mis le .txt comme un gros débilos. Et donc je renseigne bien sûr le host
qu'on veut bien énumérer, enfin faisait du coup. Là je comprends pas, je suis en mode qu'est-ce qui se passe? En fait j'avais tout simplement oublié le point .txt sur Raft Medium World et j'avais aussi oublié le fuzz parce que bien... Arrêt sur image. Arrêt sur image, il y a 2-3 trucs qui fonctionnent. Bon, ça tâtonne un peu, mais clairement des fois je me reprends à 4 fois pour taper une commande fonctionnelle. Là on voit que son FUF a une word list. Pourquoi pas Raft Medium World? Pourquoi pas? De toute façon on est là pour en passer quelques-unes utiles. Moi j'aime bien la Quick Hits, j'aime bien celles de Dear Search qui sont des fois mises à jour. Celles de Asset Note sont incroyables, mais is ok. Match Code All, clairement un must-have. Ignorer des pages sur simple statut code, c'est poubelle comme raisonnement. Donc là il a le bon réflexe. Petit réflexe manquant à mon sens, toujours choper un output quand on fait des scans pour pouvoir dire oui j'ai scanné ou non ce n'est pas moi, regardez mon output de scan, ce n'est pas moi qui ai tapé cet endpoint qui a tombé votre système de production et pouvoir faire du tri en plus après. Il faut savoir que FUF, donc là c'est mon écran, hein, ça va être un peu confusant parce qu'on a la même distro, si jamais vous êtes utilisateur de la Lubuntu, donc ton François et le command container, il y a l'alias foo qui n'est autre que un FUF match code all en 2 threads par défaut, parce que FUF par défaut de mémoire c'est 50 threads, donc du dégât, un user agent que j'ai peut-être pas mis au jour depuis un moment mais qui est fonctionnel, et je l'utilise de la manière suivante. Alors déjà je vais quand même move mon... avant d'aller taper dans mon historique, cacher mon historique, et prendre mon historique de... Donc ça je fais ça avant chaque stream, hein, vous le savez pas forcément, mais... Dash History de Synclofshare dans cette chose là et voilà. C'est reparti, j'ai changé de répertoire temp et que voilà. Donc on l'a dit, moi je l'utilise de la manière suivante, fu-u une URL, -w une wordlist, -of, donc output format JSON, output fut-quelque chose.json. Et des fois, là c'était un peu par flemme, souvent c'est plutôt fut-le host-le port-le pass en remplaçant les slash par des underscores. C'est un peu fastidieux, on pourrait faire des alias plus performants, mais en l'occurrence, on a tout le contenu d'un scan. D'ailleurs, on va même se démarrer un petit Docker Jolokia Botch de ce côté-là. Et donc, une fois que c'est démarré, on va se faire notre petite scan en 8000. Bon, c'est les wordlists fait maison, mais ça change pas grand-chose. Et quand on lance notre scan, qui va pas tâter parce qu'on est en local, l'avantage c'est qu'il y a les alias CFU et CFU clean. Donc déjà, alias CFU, c'est un JQ qui fait des tableaux, qui va ensuite utiliser, qui utilisait à l'époque un système de hawk pour faire un tableau, mais c'est plus le cas actuellement. On a juste un sort UV en fonction d'une clé qui nous intéressait avant. Et CFU, excusez-moi, clean, qui lui est un alias pour... Ah non, il était là. Donc le CFU fait un affichage un peu au mode équivalent CSV de notre résultat JSON. Et ensuite, avec CFU clean, on va faire donc un petit peu de shenanigans pour mettre le format qui nous intéresse, et ensuite du hawk pour en faire un dictionnaire. Et du coup, avoir l'unicité sur la clé en fonction du code, len et autres contenus suivant les besoins. Un petit coup de sort, on affiche les colonnes qui nous intéressent, et basta. Donc là, on a fait notre scan, on a fait notre FU quelque chose. Lancer CFU clean sur notre résultat de scan va sortir directement, uniquement, les résultats qui nous intéressent. Donc on a déjà l'unicité, on a besoin de scroller, on n'a pas besoin de s'embêter plus, on peut grepper en plus au besoin. Et une fois qu'on a tout ça, on va directement pouvoir aller les inspecter en disant, on a une fenêtre en plus, sur cet écran-là quand même, ce serait bien. Un petit coup de multiple URL opener. Je prends mon browser de pentest, don't mind me. Là, je suis aveugle. Celui-là il est fermé, browser de pentest, histoire de faire de bêtises en direct, multiple URL opener, extract, open, voilà. On n'a pas perdu de temps, on peut directement inspecter tout ce qu'on a, on voit qu'on a du cookie example qui ferait une nivule, on a de l'interface d'admin exposée, on a tout un tas de petits handlers, on a de la stack trace, donc qui permet d'identifier les versions de Java, on a du Tomcat Manager avec de l'autente et bien sûr notre Jolokia. Et list the qui fait cracher Jolokia, donc c'est quand même intéressant d'avoir une stack trace secondaire. Donc petit gain d'efficacité, petit gain de reproductibilité parce qu'on a conservé nos résultats. Et quand on finit par avoir plein de fichiers fu-quelque chose, si on veut refaire une passe de fuzzing, rien n'empêche de faire un cfu clean fu étoile.json, ça va prendre les 15 fichiers, leur faire le même traitement et on va avoir juste une liste accrue d'URL ici sur laquelle on pourra faire un grep pour dire je ne veux que ce subpass par exemple. Ça permet d'avoir
just works flawlessly. J'ai oublié le point .txt sur Raft Medium World. Et j'avais aussi oublié le fuzz, parce que bien sûr c'est pas comme GoBuster ou quoi, faut mettre ce qu'on me faisait. Ici j'avais beaucoup trop d'affichage, donc je fais un petit match all et filter word 2. Pourquoi j'utilise en fait Pourquoi j'utilise filter words? Don't. Non, en vrai il y a moyen, j'avoue, de dire que s'il y a ça dans la réponse, je ne veux pas l'avoir. Mais autant essayer de tout stocker, y compris les réponses, et derrière pouvoir faire des greps pour regarder s'il n'y a pas les secrets qui dépassent, pour regarder si... Il y a tellement de manières, juste store now et do something later. Décrypte ou décrypte pas si c'est au playtext, mais store tout ce que vous pouvez. Ça vous servira, que ce soit pour de futurs pentests, que ce soit pour un recheck l'an prochain, que ce soit pour prouver que non, c'est bien, pas vous qui avez tombé la prod. On sait jamais. Rapidement, on va mettre une petite pause. Pourquoi j'utilise FUF? Parce que je trouve que le match case all, c'est-à-dire qu'on peut match en fait du 200, du 400, du 500, c'est intéressant parce que certains faiseurs en fait vont pas permettre de match, on va dire tout ça, et du coup des fois il y a des pages en 400, 404, 500 qui sont assez intéressantes. On peut penser que c'est pas le cas, mais en fait on peut essayer de bypass justement du 403 par exemple, ou sur des erreurs 500, donc d'erreurs, on a quand même des fois des pages intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime bien FUF et je vous conseille d'utiliser tout ça. L'importance de la communauté. Je lui ai pris la tête avec « Ouais, tu devrais quand même essayer de choper toutes les pages » et maintenant il spread la bonne parole. C'est nice. En tous les cas, on laisse ça tourner, on a identifié quelques pages dont le slash error qui est assez intéressant puisqu'on a une indication, donc white label error page. Et en fait, si on regarde rapidement cette page sur internet, on se rend compte que c'est du Spring Boot. Donc Spring Boot, ça nous indique directement la techno qui est utilisée. C'est plutôt sympa d'avoir déjà identifié la techno. Je crois que j'ai testé, je me pose encore une fois, j'avais testé d'identifier la techno avec les headers et il y avait un JSession ID, ce qui veut dire que c'est du Tomcat derrière, je crois. Mais du coup, ça ne me permettait pas de... Petit raccourci quand même, un JSession ID, Java, Session, Java. Enfin, après, bon, je suis convaincu de ça, mais peut-être qu'en organisant la doc, on verra que c'est pas ça, mais c'est le petit mémo technique qui marche bien. C'était du Spring Boot. Et au niveau de Webalizer, il n'y avait pas non plus l'indication, je crois pas. Donc du coup, on était obligé d'avoir une error page pour indiquer en tout cas la techno de la web application, l'application web. Il faudrait peut-être parler anglais. Autre strat qui marche très très bien pour choper ce genre d'infos, si on reprend... Ah, j'aurais pas dû fermer le petit browser de pentest, que voilà, et je vais clairement le laisser ouvert pour la suite, plutôt de cette forme, et comme ça. On a toujours notre 127.0.0.1.2.8080 qui était notre Joloka. La plupart des applis, ce qu'elles aiment pas, c'est de ne pas pouvoir décoder des URL. Mettre un %f suffit à faire un non-décodage un URL encoding non valide qui va faire péter la manière de gérer la page et du coup dire on a du Tomcat et ça en googlant on sait directement que c'est du Java. La forme est assez reconnaissable aussi souvent. Over time vous allez assez facilement reconnaître un Symfony, un Laravel, un Tomcat, un Yin, des choses comme ça. Ça vient avec le temps, mais ça se fait bien. Donc les FF, les %09, les %EE, tous les trucs qui sont pas kiffés. Et là, si on avait mis un %41 par exemple, ça se décode bien, mais c'est juste le not found qui nous ferait ça. Là, on a un did not match, par contre, avec le %F, on avait quand même un valid URI. Donc si on avait une page 404 qui gérait bien ce type de not found, on aurait quand même pu choper une bad request et donc avoir ce genre d'infos. Ou autre chose, en vrai, il y en a plein des choses qui font péter. Une autre strat qui marche pas mal, mais je pense pas que ça marche sur ce lab, parce que moi je suis pas sur la box avec the box, c'est d'aller taper un host qui est fucké. Et ici, on a la base page, point virgule. Voilà, taper un host qui est fucké, égale clean stack trace, égale choper de l'info. Suite. Du coup, ici, je crois que je vais lancer, pour commencer, un petit subdomaine enumeration pour voir s'il n'y a pas quand même d'autres vhost, donc virtual host, qui sont présents sur la machine. Là, je fais des bêtises, comme d'habitude, quand je suis en vidéo, j'arrive jamais à taper mes commandes correctement. Et du coup, voilà, c'est parti, là on voit rien, c'est excellent. Donc je vais juste remettre mon DMX correctement. Encore une fois, ça match beaucoup trop de choses, donc je fais un petit filter word 6 et... Vraiment, don't filter word, choper tout et trier après via un fichier. J'ai plus rien, donc en fait il n'y a tout simplement pas d'autres vhost présents. Du coup, vu qu'on a identifié la techno qui est... Petite critique à la rigueur sur la word list utilisée, s'il a que des filter word 6,
et que plus rien ne match, c'est qu'il n'y a que des mots-clés en alphanum. Donc c'est vraiment pour l'énum de subdomaine, mais pas du tout de l'énum de comportements anormaux. Moi, plutôt que de trouver quelque chose, je préfère prouver qu'il y a quelque chose à trouver et ensuite me creuser pour voir s'il y a quelque chose à trouver, plutôt que tenter jusqu'à ce que ça marche. Mais c'est tout à fait valide et sûrement plus opti dans pas mal de cas. Spring Boot peut directement en fait lancer un petit fuzzing sur en fait Spring Boot. Donc en fait je vais renseigner au niveau de la wordlist springboot.txt, ce qui est une wordlist en fait forcément grosse. Quand on se met à aller taper un petit peu des wordlists plus précises comme ça, n'hésitez pas à taper récursive. Autant sur des wordlists de 3000, ça a aucun sens de faire ça. Sur des petites wordlists, essayez d'aller taper du récursif pour demander s'il n'y a pas de la détection plusieurs niveaux plus loin. Vu qu'il y a les mots-clés propres à une techno, ça fait sens. Ça fait sens. Spring Boot, et du coup on aura beaucoup plus de chances de choper des résultats. On peut voir qu'ici on a quand même beaucoup plus de résultats, beaucoup de 404. Là ici on va pas forcément les garder, donc j'enlève le match all, et on a voilà un slash actuator avec du mapping, avec beaucoup de choses. Si on va sur justement ce slash mapping, on a quasiment en fait tous les endpoints, je crois, de l'application. Donc c'est un petit peu ce qu'on trouve sur du Actuator / env qui peut clairement être un quick win, soit pour les secrets que ça pourrait montrer, soit pour les hostnames pour casser dans notre site, à supposer qu'ils sont en scope, et repivoter sur celui-là. Et potentiellement, c'est plus rare maintenant, mais quand le post est autorisé, ça permet d'aller modifier des valeurs sur l'environnement remote, pas l'env, mais plutôt le système dans sa globalité. Demander d'aller reload des systèmes de database, demander d'aller modifier des valeurs qui ont un impact sur l'appli. C'est assez deadly, hein. Il y a tout ce qu'il faut en recherche déjà fait dessus. Du Swagger quand on a les API, donc c'est plutôt sympa. Normalement c'est pas un endpoint qui est censé être accessible, hein. Alors là je vais revenir un petit peu en arrière parce que je vais un peu trop vite. C'est pas un endpoint qui est censé être accessible, enfin je vais laisser parce qu'après je fais n'importe quoi. C'est pas un endpoint qui est censé être accessible au public, donc si jamais vous le trouvez sur un pentest web ou un bug bounty, vous pouvez carrément le remonter. Donc là, on a identifié... Si vous trouvez ça en bug bounty et que vous le remontez, je vous casse les dents. Remontez-le après l'avoir exploité, vraiment. C'est trop dommage de voir des endpoints aussi juicy que ça se faire remonter en « Oh, il y a un slash env qui dépasse ». Creusez ou appelez-nous et on sera content de creuser avec vous, mais remontez pas juste l'endpoint, c'est triste. Et puis c'est pas optimisé pour votre argent non plus. Comme on l'a vu avec un slash session, on avait du coup une session en fait qui était avec K. Anderson je crois, et là en fait j'essaie de copier-coller le JSON ID pour le remplacer par le mien et pour directement usurper l'identité. Malheureusement, alors je crois que j'ai fait des bêtises, il fallait tout simplement que j'aille sur slash login et après que je remplace le JSON ID, parce que là du coup quand on est sur le slash home, ça fait de la merde. Donc voilà, je vais galérer pendant quelques temps à trouver l'origine du problème. Je comprenais pas et tout. En plus, j'avais pas l'add-on qui permet de changer ses cookies à la volée. J'aurais dû le faire, j'aurais dû le config un peu plus. Bon, un add-on pour changer les cookies à la volée, un petit match and replace, ça fait quand même vachement bien le café. Plus vous restez pure burp avec moins d'extensions, moins vous avez un burp lourd qui crache et qui nique vos fichiers de backup. Sinon, pas de particulier à dire, les shenanigans d'autante, forcément à chaque fois il faut s'adapter un petit peu. Je suis quand même sceptique sur pourquoi est-ce que le Actuator Session montre des unauthorized sur les tokens JSession ID justement, mais on va voir qui déroule ça après comme il se doit. Un peu mieux, pardon, mon petit Chromium. Là je vérifie s'il n'y a pas dans Session Story ou Local Storage un délire, mais en fait c'est vraiment bien dans les cookies. Donc je fais n'importe quoi, j'essaie de comprendre pourquoi ça marche pas, je recheck les sessions, voilà. Je teste un autre token, enfin un autre cookie de session qui n'est pas le bon parce qu'on voit très très bien que c'est pas le bon. Et là on voit bien qu'en fait mon cookie de tout à l'heure... P1, il manque le secure sur le cookie, c'est inadmissible. Marchait parce que là on a bien le slash login qui est affiché à nouveau. Donc je me dis c'est sûrement en fait qu'il fallait être sur slash login pour après changer cookie de session, et c'est bien le cas. Il fallait bien que ce soit sur slash login et après ça me met en slash admin. Donc voilà, c'est juste moi qui suis un petit peu bête. Du coup, on voit rapidement une fonctionnalité avec un post qui s'appelle execute SSH, et si on descend un peu, on voit qu'on a un cooldown resolve hostname test. Donc bon, quand c'est une box easy, c'est clairement injection de commande. Normalement, on tape une RCE, et on va voir comment on va identifier tout ça, puisqu'il y a un petit trick dans la RCE. Donc, au niveau du username, on met... Bonne analyse, bonne déduction, rien à dire, hein. On voit un système de ping, on sait que c'est une easy. Target, un point virgule, un backtick, un pipe pour faire un ou, des choses comme ça. Yes,
les réflexes. Un backtick, non, j'ai mis juste un single quote et on voit directement en fait une stack trace d'erreur, donc erreur bin bash machin et tout. Donc c'est cool, ça veut dire qu'on a du coup une exécution de commande et on va pouvoir normalement taper par exemple un whamai et on voit que là ça passe pas je crois. Ah non, oui j'ai affiché la direction, mais oui j'ai un petit problème. Donc en fait là, bon là c'est le classique de je suis en train de me record et du coup je tape des choses à moitié. Il y a une demi-backtick, il y a un point virgule, plus vous faites les payloads les plus simples, plus vous avez de chances qu'elles passent sans se faire modifier, casser in between. Des backticks c'est des caractères qui peuvent être encodés, faire ça avec un et ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir les choses qui ne fonctionnent pas avant. Moi j'aurais potentiellement tenté backtick ou $ parenthèse en premier et si ça passe pas, le pipe pour faire ma commande ou autre chose, ben ça marche tout le temps quoi, ça marche tout le temps. Simplement je vais essayer de comprendre comment injecter mes commandes parce qu'il y a sûrement un petit tricks au niveau du code. Je l'ai pas affiché après, j'aurais pu vous le montrer par la suite. Donc là je mets un petit whamai, il y a toujours le backtick qui disparaît. Je vais essayer de faire un petit cat pass etc pass wd. On peut voir que du coup on a une erreur, l'username ne peut pas contenir de whitespace. Donc comment est-ce qu'on peut bypass ça? Simplement on va taper en fait voilà whitespace filter bypass, il y en a énormément sur des injections de commandes et en fait tout simplement on va utiliser voilà, le $ifs qui en fait en Linux est compris comme un whitespace. Donc ça nous permet en fait de bypass cette sécurité, c'est même pas vraiment une sécurité, mais du coup voilà, on a pu faire ça et je crois que ici en fait. Autre strat, la bash expansion. La bash expansion marche très bien pour ça. Par exemple, ls-lah de mémoire, c'est la même chose que un braces virgule ls-lah. Comment not found? Yes, nice. Truc comme ça. Ah. Oups. Bash expansion cheat sheet. Tout ce qu'il faut. Donc ce type de système, mais pour faire la partie commande aussi. Waouh, un sit and safe, ça de soupe. Bon, on va voir comment il fait. Mais concrètement... Et oui, on pourrait pas faire ça. Putain, ça me saoule. Je sais qu'il y avait un trick avec ça. Parce que ça sert à rien de faire comme ça vu qu'on se reprend un espace ici. Ça, ils nous disent juste la commande n'existe pas. Mais... En fait, il me manque encore le backtick, donc je suis en mode mais pourquoi j'ai pas l'affichage du TC-PassWD dans le location tout simplement là parce qu'il me manque le backtick à la fin. Donc ça fait n'importe quoi. Et là voilà, j'ai bien le route qui s'affiche. Je n'ai qu'une ligne parce que forcément le location, enfin la size du location est assez limitée dans la réponse HTTP. Mais globalement voilà, j'ai mon reverse shell qui normalement pourra pop. Donc je vais sur reverse shell, je mets mon IP, je mets mon port et je l'encode en version 4 parce que vous imaginez bien que on va pas passer par un reverse shell basique et en faisant du bash machin parce qu'en fait si le serveur web en face capte pas très bien au niveau des espaces, enfin il supporte pas très bien les espaces, donc les whitespace, on va pas s'amuser à en mettre beaucoup et quand on fait un reverse shell en bash, il y a quand même beaucoup de whitespace, beaucoup de caractères spéciaux, donc on va juste faire un echo. On va ensuite décoder du Python 4 et on va taper pipe to bash et on a bien du coup le reverse shell qui pop. Ouais. It works, mais bon, c'en est un que j'ai fait moi, celui-là, il y a plein d'autres variantes, mais il y a clairement moyen de s'embêter moins avec un système de juste curl pipe sh. Hein, et derrière, c'est tout le script qui est dans le curl qui va faire le taf. Bon, on va clairement faire aussi un stream Cloudflare bientôt où on va montrer comment faire ça un peu plus proprement. Mais cd opt pty for all et allez, est-ce que j'en ai encore? J'en ai pas. Alors Python non pas du tout, / multi-handler, ok, et on nous dit utiliser ça de telle manière, fine. Moi en l'occurrence actuellement je suis sur réseau juste moi et moi, donc on va mettre du 67001. On va mettre des ports plus élevés parce que j'ai pas envie de me faire toper et de devoir lancer 5 routes. On a géré des certifs pour chiffrer le tout.
et curl pipe sh de ça, à supposer qu'on soit dans un docker run rm it, allez rater, comme François on ratant les commandes, name on s'en fout, ubuntu bash heal, hop. Donc là on a bien une machine qui est dissociée de la mienne, et net host pour qu'on partage la même loopback. Si on fait notre petite curl pipe sh, on n'a pas super, donc on peut utiliser l'un des systèmes sur la communauté, le curl pipe sh. Allez, apt update et apt install yes curl. Pour la démo, sinon on pourrait le faire en 2 temps, on pourrait faire plein de variantes. Et donc ça dit quoi? Ça dit soit on a curl pipe sh pipe bash, on a à base de wget, et il y a aussi un système pour utiliser le dev tcp built-in de bash, mais en soi, et du coup crafter une fausse requête, mais en soi tout peut être fait avec un netcat, avec un OpenSSL, avec un Python qui fait un download via une requête, juste keep it simple. Hein. Alors hop, et là on fait un petit curl pipe sh et on a notre nouveau shell qui s'ouvre, ls id, ls tab, on a l'autocomplétion, cd etc ls tab, on a vraiment le truc qui fonctionne. Et on pourrait même, là on est déjà dans mon tmux, mais on pourrait aller se déposer un tmux en statique sur la box et avoir un reverse, non pas reversal mais reverse pty avec du tmux, donc de la démonisation, plusieurs panels, le fait de pouvoir resize ou remonter un petit peu dans l'historique, etc. Donc prenez le temps de vous mettre bien sur vos box. Il y a les outils qui permettent d'avoir de la persistance, tout ce qu'il faut, du chiffrement quand vous popez vos reverse shells. C'est un peu dommage de s'en passer en restant sur les bons reverse shells. Ça marche, mais il y a moyen de pousser un peu le game. Hop, là, je vais encore une fois faire des bêtises, parce que du coup, je veux que mon shell, mon reverse shell, soit un peu plus stable. Du coup, voilà, je vais faire une petit import pty qui va bien, etc. Et là, en fait, je fais un sty raw echo, alors que normalement, c'est minus echo. Trop lent, trop chiant. Pty for all, ou du reverse meter-preter, ou vous allez voir bientôt du reverse SSH, ou du reverse... Ou même... Ouais, non, je sais pas. Trop chiant. Ça marche bien. C'est ce qu'on apprend au début. Mais il faut essayer de s'en abstraire parce que c'est vraiment fastidieux et erreur prone, et vous allez faire un CTRL-C et casser votre shell parce que vous n'avez pas encore fait le TTY echo, et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le bon nombre de colonnes, ou vous avez pété votre shell avant de le faire, et que du coup, oups, ma faille c'était un one-shot et je peux pas la relancer, donc j'ai littéralement perdu ma RCE alors que je l'avais. C'est trop dommage. Faites un truc qui va en one-shot, essayer de faire ça propre, plus donner de la persistance. Comme ça, un petit truc qui fait le taf, plus ajoute une petite cron task pour votre user courant, avec crontab-e, pas en sudo vim etc crontab. Juste crontab-e, ça modifie la crontab du user current et ça peut même se faire de manière programmatique. À savoir de ce côté-là, socat, je sais plus où j'ai ça. Cron. Ouais, non, c'est dans l'autre fichier. Voilà. S'il n'y a pas de crontab, alors créer un fichier de backdoor et ajouter à crontab en disant notre nouvelle crontab va être le contenu de notre crontab actuel, plus une ligne de backdoor, plus notre crontab actuel, plus une ligne de backdoor, et on met tout ça dans la nouvelle crontab, en lisant de stdi. C'est jamais qu'une manière d'implémenter ça, mais il y a plein de manières de le faire, et c'est trop dommage de RCE un coup et de se faire couper la patte après. Et là, on va voir que j'ai complètement pété mon shell, donc c'est excellent, j'avais trop le seum. Donc ce que je vais faire, en fait, là, j'essaie juste de pouvoir exit. Malheureusement, ça ne fonctionne pas du tout. CTRL-C, exit, machin. Voilà, j'ai complètement pété reverse shell, je peux absolument rien faire. Donc en fait, ce que je vais faire tout simplement, c'est d'aller en fait changer de port, de repop un listener sur le port 9000, et du coup de changer en fait mon reverse shell pour aller taper le port 9000. Donc voilà, j'ai repop mon Chrome, je vais faire ouvrir la page, changer le port, copier-coller du coup dans ma requête. Deuxième petite suggestion, là il teste en live, c'est une box as a box, et je pense qu'il est plus méticuleux quand c'est de la prod. Même pas je pense, je sais. Prenez le temps quand même de tester vos failles, vos reverse shell, vos payloads en local, d'un Docker avec pas grand chose dedans vers votre C2 ou votre handler, parce que sinon vous allez vous lutter à la fois contre votre payload et contre le serveur distant et contre l'encodage, et un jour peut-être contre des firewalls plus EDR. Il faut vraiment être sûr qu'on ait un maillon qui marche avant de tester l'encodage, donc tester je sais pas, un slip, quelque chose pour voir la réaction et que la commande est bien exécutée, et ensuite essayer de mettre la payload, parce que ça se trouve
tout peut marcher, mais juste le trafic en sortie est bloqué, ils s'en seraient pas rendu compte. Ou alors, tout marche, mais il y a un type de caractère qui, quand il est décodé, se fait stripper. Ou alors, tout marche, mais ça se met à marcher une fois sur deux, parce que base64, des fois, il va être reconnu par un WAF et se faire toper une fois sur deux quand il a un espace, mais pas deux. Faut vraiment essayer d'identifier ce qui marche et de build on top of ce qui marche, plutôt que se manger plusieurs problèmes en parallèle. Et normalement, ça a bien marché. Et là, si je fais pas de bêtises, normalement, c'est bon. Je pourrais avoir mon gel qui est un peu plus stable si je me gourre pas au niveau de la commande bash, en fait, simplement. Donc là, je fais minus echo, voilà, enfin mon echo, FG Hunter Hunter, et c'est bon. On peut du coup faire un export term echo externe, et on pourra faire un contrôle L pour clear. Le screen, c'est impeccable, je le dis même impeccable, incroyable. Alors, par contre, il y a beaucoup de problématiques. Je sais pas pourquoi c'est la box qui ramait un mec qui s'amusait à DOS. On a bien vu que ça marchait, mais il y a la manip qui a dû refaire 2 fois, donc vraiment essayer de tester, faire un one shot qui fasse pas un reverse shell transformé en PTY, mais directement un reverse PTY. Windows un peu plus chiant, mais bon, c'est pas un Windows là. La box, je sais pas, mais vraiment je galérais de zinzin à taper des commandes. On va pouvoir dévoiler, ça va un petit peu ramer. Heureusement, j'ai accéléré en fait le rush, mais ça rame énormément. Alors là, j'essaie toujours de kill celui-là parce que je me dis peut-être que du coup, vu qu'il y a 2 netcat qui écoutent sur la même IP, bon, il y a très peu de chance, mais peut-être ça qui fait des bêtises, enfin de la merde, je sais pas. En tout cas, bref, la box était vraiment complètement pété. On peut voir qu'il y avait un point jar, donc j'essaie directement sur la machine, voir si jar peut l'ouvrir ou pas. Bon, en fait, non, donc je pop un. Je vais faire un petit serveur Python pour le ramener sur ma machine à moi. Toujours... C'est ok en lab, c'est ok en fun, en testant des choses. C'est absolument pas ok le jour. Enfin, je sais pas qu'il le fait, et ouais, je pense qu'il le fait pas, mais gardez bien en tête que c'est du CTF le jour où vous faites un pentest. Si vous ouvrez un simple serveur avec des sources à plat comme ça chez le client, ça veut dire que littéralement n'importe qui peut aller choper les sources et du coup, poun le client, choper des secrets hardcodés et bien pire. Can you please not? Please. De kill ce reverse shell, je n'y arrive pas, c'est un enfer. Donc je vais juste en fait. Pareil, hein, moi on modifie la machine distante, moi on modifie la prod ou la pré-prod. Mieux ça, l'idée c'est vraiment de arriver dessus. Si on a besoin, aller se mettre un ou deux trucs dans /tmp ou devshm pour avoir un peu plus de perf en termes d'IO storage, parce qu'on est en RAM en devshm. Et que bien sûr, si la machine crash, ça va se vider et donc pas avoir d'effet de bord sur le reste de la machine, ni de l'écosystème. Ouais. Essayez de répatrier les choses chez vous si vous avez besoin. Essayez de faire un tunnel chiffré ou au moins de rajouter un bout de basic sur le système, sur le système en HTTP, le simple server, ou à la rigueur d'aller avec un password le balancer sur un serveur à vous en SSH, un petit SCP avec un Docker temporaire, comme ça même votre machine n'est pas cramée, mais pas de serveur en plain text à plat sans attente. Que en CTF, que en Xbox, etc. Avec Tmux, refaire un autre panel et wget du coup sur le point jar, puisqu'on va le récupérer sur notre machine attaquante. Voilà, impeccable. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tranquillement en fait, le déziper, le point jar, pour voir un petit peu l'application web et voir s'il n'y a pas des credentials, parce que généralement, quand on a un user comme ça et qu'on veut passer en tant que Josh, oui c'est ça, faut qu'on trouve en fait des credentials. Généralement c'est de la base de données quand on fait beaucoup de CTF, surtout en easy medium, il y en a beaucoup ça en pivoting on va dire. Genre vous avez un user 3W data et vous voulez passer directement en user un peu plus privilégié, donc par exemple Josh, pas encore root, parce que généralement il y a une ou deux étapes. Du coup là je fais un grep Moyer Canderson parce que je me dis potentiellement on peut retrouver son username en fait dans les fichiers. Donc je me suis dit ça peut être sympa. On a bien du coup un password et on a aussi son username forcément vu que en fait j'ai... C'est picky, mais le grep RI Canderson marche bien. Potentiellement, si les sources ont été téléchargées, il peut y avoir du agrep pour choper ce qui ressemble un peu à K-Anderson, donc il aurait pu choper du K.Anderson. Moi, j'aime bien faire un système de grep RIOP, donc récursive, incentive à la case, O pour dire qu'on veut outputer que ce qui a match, et P pour mettre notre regex derrière. Et du coup, j'aurais plutôt pris un peu de contexte autour pour le rendre plus lisible. Donc, par exemple, allez, si on va plutôt aller dans la Lubuntu et on fait un grep RIO P2, on veut tout ce qui match du
i3, on ferait ça, mais on prendrait un char répété, je zoome un peu pour vous, répété de 0 à 20 fois, et derrière, pour un peu de contexte, un char répété de 0 à 10 fois. Et là, d'un coup, on a tous nos matchs de i3, et on peut directement essayer de trier et de gagner un peu en lisibilité en virant le name, en rajoutant un sort UV, et là, on a vraiment plus que ce qui nous intéresse, quoi. On peut essayer de s'amuser avec un coup de sed ou autre pour dire on ne veut pas d'espace avant, pas d'espace après. Par exemple, modifier ça en non, je vais y arriver, non white space plus, et derrière on garde ça. On peut se rajouter un A pour choper les fichiers binaires. On va pas rajouter 2 A pour choper les fichiers binaires, ça n'a pas de sens. Et voilà, on a un truc. C'est quoi s'il y avait juste un non space? Même résultat, is ok. C'est bien un backslash S et pas un backslash S majuscule. Autre petit avantage sympa, et on retourne sur ce résultat-là. Si on a vraiment quelque chose qui nous intéresse et qu'on veut un peu de contexte quand même, en plus de notre tiré haut pour arc output, qui nous empêche de se dire je veux center, donc A c'est pour after, B c'est pour before, C c'est pour center, en tout cas moyen technique, je veux 2 lignes de contexte avant et après mes matchs. Et là bon, elles se suivent pour la plupart, mais est-ce que l'option O nickerait pas cette chose-là? L'option O nique complètement cette chose-là. Donc pas l'option O, mais en tout cas on a nos matchs, plus un petit peu de contexte avant, un petit peu de contexte après, et ça nous met pas mal pour la suite. J'ai grep sur ça, et là je me dis, bah vas-y, on va peut-être tenter de faire un petit PostgreSQL, parce que je me dis qu'il y a sûrement une DB. Et je crois que je l'ai pas montré à la vidéo, mais avant je regarde les ports qui sont en écoute, et je vois bien qu'il y a un PostgreSQL. Et là je suis débile, parce qu'en fait je me dis, mais attends, tu tentes avec le user PostgreSQL, mais clairement là, ce que tu viens de voir, c'est le user en fait comme Anderson, donc il n'y a aucune chance que ça marche. En plus le password est un peu pété, il y a très peu de chances que ça marche. Donc je me dis ok, vas-y, en vrai je pense que c'est sûrement le user Postgres qui doit gérer la DB. Donc du coup je vais faire un grep de Postgres, et on peut voir ici que dans ce fichier là, on a bien toutes les infos en fait avec le password qui n'est pas pété, donc ça ressemble. Ce qui se dit tient, mais ça valait quand même clairement le coup de le tester, parce que souvent un utilisateur et un admin sur des petits systèmes, c'est la même personne. Ou en tout cas, il y a un admin et 3-4 users, mais il y a des pratiques en commun, une entreprise en commun, donc un mot de passe peut être réutilisé, peut être copié, peut être à peine modifié, réutilisé. Donc c'était pas déconnant de le tester, même si c'est pas le bon, mais après bon, il a repivoté et testé le bon. Efficace. Beaucoup plus à en fait un fichier d'environnement, donc .env, etc. Donc on va se connecter, là j'ai fait des bêtises, voilà, j'ai mis un E à Postgres en plus, donc franchement j'ai fait plein de petites erreurs. Et du coup là c'est bon, ça va marcher, je vais pouvoir me connecter à la base de données de l'application web, et on va pouvoir choper potentiellement, oui, les mots de passe, en tout cas les hash de mots de passe des users pour peut-être pivoter, on ne sait pas. Donc là on a vu qu'il y avait Cozy Hosting, on va faire un select all from users, et on voit 2 users avec leur hash. Donc on va les copier-coller, et puis on va bien sûr essayer de les craquer avec H4. Donc voilà, j'affiche, je vais mettre directement dans un petit fichier h.txt. Encore une fois, je le ferme, je le rouvre, je fais n'importe quoi. On le dira jamais assez, mais bon réflexe, faites du H4, faites du John, faites ce que vous voulez, mais allez pas paste les hash qui ne sont pas à vous sur des sites en ligne. Tout con, mais don't. J'aurais clairement pu être beaucoup plus rapide sur cette box. J'ai vraiment fait plein de petites erreurs de typo, on va dire, c'est ça. Et du coup on va lancer le H4 avec h.txt. Je crois que là... J'ai pas vu ce qu'il a fait, un petit coup de HID typo, on va dire, c'est ça. Et du coup on va lancer clairement ok, donc là il connaissait le mode. Petite option qui fait le café dans H4, il y a... c'est quoi? C'est... Avant je faisais du HID ou autre, mais maintenant... Identify. Allez, help, pipe, grave, dash, identify. H4 identify votre hash, et ça vous sort directement les bons codes. Donc ça permet vraiment d'automatiser pas mal de tentatives. Et du coup, on va lancer le H4 avec h.txt. Je crois que là, oui. Alors là, ici, je crois que je vais avoir une cut. Je sais pas si j'ai accéléré la vidéo, je sais plus. En tous les cas, en fait, pour la Lubuntu, H4 c'est un Docker qui pop. Et en fait, bon là. Yes, la Lubuntu. En effet, moi je l'ai en alias sur ma machine principale. Par contre, c'est sympa d'avoir ça en Docker avec un backend Intel CL quelque chose, ce qui fait que ça marchera aussi sur un laptop n'ayant pas de GPU. Sorry. Mon Docker était un peu pété. Du coup, j'ai décidé de
juste commenter l'alias et en fait de installer directement H4 à la mano pour le lancer en fait en local, parce que en plus j'étais sur une machine, enfin sur mon host, donc je suis pas sur une VM, donc ça va normalement craquer assez vite. Donc voilà, je relance la commande et c'est parti. D'autant plus que quand on lance H4 avec du coup la Lubuntu, avec le alias du coup H4 qui pop un Docker, c'est un peu galère parce qu'il n'y a pas l'autocomplétion au niveau des fichiers. En tout cas pour moi ça ne le fait pas. Donc il faudra que je regarde ça au niveau du GitHub. Alors, il peut y avoir l'autocomplétion, il me semble, mais du coup, ce serait pas lancer H4 dans le Docker parce qu'il n'est pas encore invoqué. Ce serait plutôt lancer le Docker avec un bash, puis lancer H4 et essayer d'avoir l'autocomplétion. Il y a plein de manières de le faire. En vrai, c'est pas bien, c'est du détail, c'est du détail. De toute façon, il me semble que faire un cheat H4 vous donne la quasi-totalité de ce qui est utile. Cheat étant, on se rappelle, l'alias built-in Ubuntu de curl cheat.sh de ce que vous voulez chercher. Donc ça fait le café très souvent. Pour patch ça, c'était un peu galère. Alors que là, avec un H4 basique, on l'a. Donc le H est bien pété, je recheck quel H c'est, donc c'est K Anderson. Et là, comme un gros débile, je me dis, oh bah attends, mais pourquoi ça marche pas? C'est bien K Anderson. Alors qu'en fait, si on se rappelle un petit peu avant, quand j'ai fait le 4 ETC PassW, donc les users PC, et bien en fait c'était Josh. Donc en fait là je suis encore en train de péter un câble, j'essaye via IP parce que peut-être que, je sais pas, le domaine ne fonctionne pas. Mais non, en fait c'est vraiment juste parce que c'était Josh, hein, et je suis juste... Bon, clairement, le test IP nom de domaine, c'est un peu un test désespéré, mais ça se tente, sait-on jamais. Ajouter un -v marche bien pour savoir à quelle étape ça pète. Est-ce que c'est au user? Est-ce que c'est à la clé? Est-ce que c'est au mot de passe? En l'occurrence, ça avait l'air d'être... que dire? Ouais, non, ça marchait. Par contre, faut peut-être essayer d'être un poil plus carré sur la prise de notes pour bien savoir une liste de tous les mots de passe connus, une liste de tous les comptes connus, tous les usernames. Quel username appartient à quel realm, est-ce que c'est de l'applicatif, est-ce que c'est du système, est-ce que c'est une DB, est-ce que c'est autre chose. Et derrière, on pourra soit tester le bon endroit, et à défaut qu'il ait marché, en ayant vérifié qu'il n'y ait pas de politique de bannissement des comptes au bout de trop d'échecs, faire une grosse wordlist avec tout, ajouter des règles, potentiellement générer des variantes de ces mots de passe avec les règles de permutation H4, et blaster autant qu'on peut, faire un coup d'intruder en burp ou autre. Un peu débile. Mais voilà, du coup au final, je vais me connecter à la machine via SSH, c'est parfait, on a le flag user.txt. Donc on a fait une première étape et vous allez voir que la privesc pour passer route est très très facile. On fait un petit sudo -l parce que généralement, bon en vrai un sudo -l ça suffit largement quand on est en machine easy. Et vous allez voir que, bon là je me gourre encore sur le mot de passe, c'est énorme, je vais le retaper à la main je crois. Parce que... Tapez pas les mots de passe, tapez rien. Dès que écrire des choses, c'est error prone. Sélectionner des choses en faisant drag and drop à la souris, c'est error prone. Et si on choper les shortcuts, les raccourcis, les habitudes de bon bah tiens, j'avais un mot de passe, on a dit on va reprendre le LBT, on va reprendre le grep RIOP de celui-là. Et on va directement aller prendre, tiens, on a dit qu'on voulait ces deux choses là, cool. On va laisser les mettre dans un VS Code, ok. On a dit qu'on voulait tout ce qui match i3 et à supposer que nos deux mots de passe ce soit genre ça, qu'on nettoie un peu. Donc là on aurait i3 packages et i3 packages avec un espace. Directement on va essayer de les copier ou de s'en faire une wordlist et d'aller les mettre dans burp intruder ou du fuff ou quelque chose. Donc ça, le réflexe serait directement de save en pass.lst dans notre env temporaire et derrière de faire notre fuff avec copy pass fut-u notre URL. On reprend un truc comme ça, -w on a notre wordlist, zut, donc POD tab / notre wordlist et fut2 et ça repart. Donc là on a mis des passes, j'aurais plutôt faire un coup de basicote ou autre chose parce que FUF ne gère à ma connaissance pas le SSH. Brute spray peut-être, ou brute spray 2, un truc comme ça. Parce qu'en fait dans mon copier-coller il n'y avait pas le bon truc et on a voilà besoin de mise SSH, donc quand vous voyez ça, forcément vous pensez à gtfo.bin, donc c'est ce qu'on va faire directement. Pré-shot, proxy commande ou une autre. Je tape que oui, je suis un peu bête, mais on peut juste faire gtfo.bin, hop, et on va taper SSH, donc le binaire qui nous intéresse, ici, et on va regarder comment on peut priver. Donc ici nous c'est un sudo, puisqu'on peut run du coup en tant que sudo SSH, et il y a juste à trouver ça en fait au niveau de GTFO. Normalement voilà, vous voyez en haut il y a sudo, si je sors un peu je vais le voir, c'est la dernière ligne, voilà, on a le proxy command etc pour du coup pop un shell, et c'est ce que... Donc il y a plein de strats, je vais baisser un peu le volume et le laisser continuer, on voit que ça fonctionne bien. GTFO bin est un raccourci,
si vous êtes en box, si vous êtes un client et que vous n'avez pas le temps, faites ça. Si vous êtes en train de faire une box, prenez le temps de lire le man. Prenez le temps de décortiquer un petit peu ce que la commande propose. Vous allez tellement apprendre de petites dingueries qui vont vous permettre d'avancer plus loin. En tout cas, on voit qu'il a passé sa proxy commande et que ça a marché nickel. On va quand même l'entendre choper le dernier flag parce que on peut pas enlever le moment de victoire. Il time très très mal tout ça. Ouais. Ah. Ça. À la prochaine. Ciao. J'attends un peu. Voilà, c'est bon. Le mec time très très mal tout ça. Ouais. À la prochaine. Ciao. Ah, ciao. Et GG à lui encore. Et j'aime bien être picky, mais je trouve vraiment que c'était une vidéo quali. C'était histoire de. Allez. C'est vraiment quali. C'est juste histoire de donner un petit peu de détails, un petit peu de. C'est dur de se rendre compte quand on fait des choses qu'on pourrait améliorer parce que c'est les unknown unknowns. Je ne sais pas ce que je ne sais pas encore. Donc avoir un petit retour comme ça, j'espère à la fois qu'il va kiffer, à la fois pour moi c'était marrant à faire et voilà, j'espère que vous aimerez aussi. Sur ce, passez une bonne journée, soirée, que sais-je. Bis.